Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Lemieux. Bonjour! Bonjour! Très heureuse de te rencontrer et d'être avec toi. Un gros merci pour l'invitation, Cynthia. J'apprécie d'être ici avec toi. Ben là, c'est ça, faut pas se mélanger. Moi, c'est Cynthia, Oui. toi, c'est Cynthia. On est toutes les deux Cynthia. En plus, on est toutes les deux psychoéducatrices. Absolument! On va avoir plein de plaisir à jaser ensemble. Absolument, absolument. J'avais envie de te faire venir pour qu'on jase d'un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. L'anxiété, la dépression saisonnière, Absolument. le stress, en fait, chez les adultes. Ouais. C'est pas quelque chose que tu vois souvent dans ta pratique, je suis sûre. Rarement, je te dirais. En fait, j'y touche beaucoup au quotidien, effectivement. Alors, c'est un Absolument. sujet que j'apprécie énormément discuter. Fait que je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui ensemble. Je suis vraiment contente, puis ça va être full d'actualité pour moi, parce qu'en ce moment, je suis dans une grande période où est-ce que, justement, je vis du stress, je vis de l'anxiété, je le sens dans mon corps. Donc, ça va être super pertinent pour moi et pour tous ceux qui vont nous écouter, en fait, bien entendu. Excellent. Ça fait 8 ans que tu es psychoéducatrice, Effectivement. mais là, t'es obligée de te demander qu'est-ce que tu faisais avant. Parce que là, ta magnifique chevelure... J'ai de l'âge, j'ai de l'expérience de vie. Alors oui, j'ai été technicienne en horticulture pendant quelques années avant d'être psychoéducatrice. Exact. J'ai apprécié travailler dans le métier. J'étais avec un centre de recherche en agro-environnement. Ben voyons! Mais à force est constaté qu'au fil des années, des étés que je passais de façon intensive, j'avais certaines douleurs et la fatigue accumulée. Je me suis dit que ça allait être peut-être difficile de toffer jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, je me suis dit que à une certaine époque de ma vie, je me suis dit, c'est le temps ou jamais de retourner à l'école pour aller chercher un autre métier. Et Mais quand même, tu étais dans le domaine de agroalimentaire? Exact. Puis tu es allée dans la relation d'aide? Complètement différent. Tu veux bien me dire qu'est-ce qui t'a amené là? Je suis curieuse en vie, j'aime ça, apprendre des nouvelles affaires. Puis j'étais complètement dans un autre monde, mais la psychologie m'a toujours intéressée. OK, c'est là que... Exact. Wow. Et comme je suis une fille de terrain, alors pour moi, la psychoéducation, c'était tout à fait la trajectoire à emprunter pour aller toucher à l'aspect de la psychologie. Absolument, absolument. Ouais. Puis mettons que pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être un petit peu moins la psychoéducation, tu la définirais comment, la psychoéducation? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la psychoéducation, c'est vraiment un super beau métier de terrain, de concret. On va venir à faire une évaluation des capacités adaptatives, les difficultés adaptatives. On va regarder toute la trajectoire développementale de la personne qui va arriver dans notre bureau. Fait que même à l'âge adulte, on va regarder tout son processus, toute sa trajectoire développementale pour venir faire l'évaluation des capacités adaptatives, des difficultés adaptatives, puis faire des défis réadaptatifs avec des objectifs qui sont concrets. C'est ça qui est vraiment l'expertise de la psychoéducation. Fait qu'on fait des objectifs qui sont concrets avec des outils. On est vraiment vu comme étant une boîte à outils. Ouais. Donc, c'est là qu'on va parler de stratégie, puis Il y en a qui pensent qu'on fait de la magie des fois. Ou juste qu'on ramène, là. Non, on fait pas de magie, on fait pas de miracle. Non, effectivement. On est là pour offrir des outils et le résultat appartient à la personne qui accueille les outils et comment il va l'utiliser pour modifier des habitudes de vie ou une façon de voir les choses. Puis toi, dans le fond, tu t'es, à travers le temps, puisqu'on peut être avec les personnes aînées, on peut être avec les enfants, on peut être avec les adultes. Bref, la psychoéducation peut toucher à plusieurs clientèles. Puis toi, tu as décidé de t'orienter davantage vers le monde adulte. Absolument. Monde adulte, puis c'était vraiment, je voulais déjà commencer à aller chercher des connaissances en santé mentale adulte. Fait que quand j'ai été à l'école, quand j'ai commencé à faire mon bac en psychoéducation, parce qu'il y a aussi une maîtrise qui vient avec la psychoéducation, ben, pour aller chercher de l'expérience de terrain, parce que comme tu dis, je venais d'un monde de l'horticulture, ben, j'ai travaillé à un hôpital psychiatrique qui s'appelait à l'époque Louis H. Lafontaine, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. J'ai resté à peu près une dizaine d'années. Fait que je vais aller chercher du terrain comme étant... Je commençais comme préposée aux bénéficiaires, par la suite éducatrice spécialisée, et j'ai vu
tout le processus. Ouais. Les patients, hein, parce qu'on parle d'un hôpital, on parle plus en termes de patients à ce moment-là, qui a été transféré en usager de service. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens aussi. Je travaille avec les équipes aux urgences, aux soins intensifs, dans les unités de réadaptation, mais aussi ce qu'on appelle l'externe, les foyers de groupe. Et ça, là, ça fait toute la différence que de vivre dans le vécu partagé avec la clientèle. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. Puis c'est ça qui touche aussi à la psychoéducation. Donc, dans ce temps-là, donc, tu as touché vraiment à plusieurs facettes, justement, de troubles de santé mentale, finalement. Là, si tu étais en foyer de groupe, c'est parce qu'il y avait justement, c'était la réadaptation en lien avec des situations de problématiques de santé mentale, c'est ça? Oui, santé mentale sévère, chronique. C'est une clientèle qui est beaucoup plus profonde au niveau de la santé mentale. Puis le but, c'est d'augmenter leur niveau d'autonomie, maintenir le fonctionnement, maintenir les acquis et d'aller chercher le potentiel à l'intérieur de chaque personne pour l'amener à aller plus loin. Fait que certains usagers des services arrivaient à passer au travers puis d'aller même en appartement supervisé. Et par la suite, j'ai même accompagné certains dans leur appartement. Oui, dans la communauté. Et là, parcours. Dans ton bureau, tu reçois quand même, justement, tantôt on faisait un peu de la blague, là, en fait, mais de beaucoup de clientèle adulte qui vont vivre des situations de stress, d'anxiété, probablement de douleurs chroniques aussi qui doivent venir avec ça. Ça arrive. Dépression. On peut-tu démêler un peu tous ces termes-là? Parce que souvent, c'est un peu galvaudé ou on utilise un pour, je vais dire stress, mais dans le fond, ça veut dire la même affaire qu'anxiété. C'est-tu vrai, ça, Cynthia, que c'est la même affaire? Peux-tu nous démêler un peu, là? Bien, en fait, j'ai envie on pourrait peut-être commencer par le stress. Hein? Le stress, c'est pas un état mental, c'est une réponse biologique à une menace extérieure. Fait que ça, il faut bien le départager que c'est une réponse. Comme là, en ce moment, j'ai une réponse de stress parce que je suis dans un enregistrement. Il y a une menace extérieure qui menace mon ego. Hein? Si on se souvient du ciné, je sais pas si tu dois certainement connaître Sonia Moi, oui, mais Lupien. les gens qui nous écoutent, probablement pas. Fait qu'il faut que tu nous expliques c'est quoi le ciné. Ça va me faire un grand plaisir. Fait qu'on a remarqué dans la théorie, hein, Sonia Lupien et son équipe de recherche a pu développer une théorie vraiment intéressante pour venir comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait des éléments déclencheurs qui amenaient une personne à vivre du stress. Donc, l'acronyme CINE est certainement très utilisé pour venir décrire ces éléments déclencheurs-là, comme le C, c'est quand je fais face à une situation que je n'ai pas le contrôle dessus ou que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle, je vais avoir une réponse de stress. Les imprévus, la nouveauté, quand je fais face à quelque chose qui est nouveau, ça peut être générateur de stress, et l'ego. Puis ça, l'ego, ça fait référence à notre estime de soi, notre confiance en soi, nos compétences. Puis l'ego, c'est important qu'on en ait une, puis qu'on la nourrisse de façon positive pour nourrir notre estime de soi. Fait que quand on fait face à une situation qui est stressante, qui vient ébranler une de ces acronymes-là, ben j'ai une réponse de stress. Ça, c'est tout le monde, là. Ça, c'est tout le monde. Parce qu'il y en a des fois qui vont dire « Moi, je suis pas stressée dans la vie. » Bien, je suis obligée de te dire que c'est pas vrai. Peut-être que tu y réagis favorablement puis que ça te désorganise pas puis que ça t'amène peut-être pas, en fait, à tomber nécessairement dans l'anxiété ou dans l'angoisse. Hein? Dans le fond, c'est l'angoisse, c'est le passé. L'anxiété, c'est le futur. Mais on a tous, justement, des réponses à des situations qui vont stresser, là, qui vont nous stresser à quelque part. Oui. Et par chance, parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir survivre, d'être en vie, d'évoluer, d'apprendre, d'avancer dans la vie. Fait que ce stress-là, c'est un stress qui est important de ressentir. La différence avec l'anxiété, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles. C'est dans le fond les scénarios que je me fais, les histoires, comme tu racontais, ce que je projette plus tard, l'imaginaire va me créer de l'anxiété. Fait que juste en pensant à une situation qui est stressante, je peux vivre la réponse de stress. Mais c'est ce qu'on appelle l'anxiété. Puis même quand que je m'en vais revisiter mon passé, que je repense à quelque chose dans la journée qui m'a confronté, disons, mon ego, puis que j'y repense, bien, je vais vivre à nouveau une réponse de stress. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité
et ce qui se passe entre nos deux oreilles. Fait que la réponse va être la même. C'est pour ça que ça devient un petit peu difficile à démêler quand on parle de stress et d'anxiété. Par contre, il y a tantôt, si on reste un peu encore dans le stress, parce que tu as la différence entre le stress qui va être normal, vécu au quotidien, puis tu as le stress qui va être chronique, là, justement, en fait. Ça se peut que je sois pas anxieux, nécessairement, que je sois pas dans mon imaginaire, mais si je vis énormément de stress pendant plusieurs temps, longtemps, je présume que c'est là où est-ce que ça vient créer des problématiques de la santé, là, justement. Effectivement, parce que notre système, notre organisme, il n'arrive pas à se réguler. Il n'arrive pas à se calmer parce qu'on a trop de menaces autour de nous. Ça peut être une menace, ça peut être plusieurs menaces, ça peut être plusieurs éléments déclencheurs qui se perpétuent au travers le temps. Et plus qu'on vit des éléments stressants, plus qu'on le vit au travers le temps, plus que notre batterie d'énergie, elle va finir par s'épuiser puis être fatiguée. Puis c'est là qu'on va commencer à avoir des signes et des symptômes associés à de la dépression ou de la déprime. C'est pour ça que c'est difficile de tout démêler parce que un ne peut pas créer l'autre et je pourrais aussi, parce que l'être humain est très créatif dans son organisme, dans son tout. Je pourrais même partir d'une situation de déprime. J'ai vécu une perte X. Oui, mettons, ma mère est décédée, là. Avant ça, tout va bien. Là, je vis cette situation-là. Puis là, face à ce deuil-là, à ces souvenirs-là, je peux avoir une tristesse profonde. Puis si cette tristesse-là perdure dans le temps, mais ça peut me générer de l'anxiété aussi. Absolument, absolument. Fait que c'est là que prend tout son sens de faire une bonne évaluation de la trajectoire développementale de la personne pour voir qu'est-ce qui arrive avant. C'est-tu l'anxiété, c'est-tu la dépression pour être capable de mettre des objectifs en place qui vont faire en sorte que le niveau de fonctionnement va augmenter. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, justement, on est dans une société où est-ce que les gens n'ont jamais été aussi stressés, en fait? Ça, c'est une excellente question. Il y a plus de facteurs de stress au cours. Il y a encore les études de recherche sont encore en train de mijoter au travers de tout ça pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est rendu dans notre univers aujourd'hui. Puis là, je te dirais que j'ai pas encore une réponse assez définie à cette question-là que je pourrais mentionner. Par contre, j'ai envie de dire que mais si on prend les données avec la COVID, par exemple, on voit qu'il y a augmentation de consultations, il y a augmentation de l'agressivité chez les gens au volant. On voit qu'il y a quand même les gens sont moins tolérants, il y a moins de patience. On voit que les gens ont les arrêts de travaux, les arrêts de travail, en fait, des fois, sont plus présents. L'absentéisme au travail, il y a quand même une réalité que, visiblement, je veux dire, c'est pas parce que tout va bien, là, c'est parce que c'est quand même plus difficile au quotidien, probablement avec tout le contexte sociétal. Là. Absolument. Puis les études de recherche commencent à sortir pour être capable de nommer certaines choses, dont, par exemple, c'est sûr que d'avoir été isolé pendant autant de temps avec une menace, si on revient un petit peu avec le patron. Puis là, ça, c'était une vraie menace à quelque part. Pendant un bout, on a eu vraiment peur, Oui. Il y a quand même des gens qui sont décédés de ça. Là, en fait. Il y a des gens qui sont décédés, c'était de l'inconnu aussi. Si on se ramène à notre acronyme mais les CINE, étaient toutes là. Absolument. Puis le travail, c'était différent. Puis il y en a qu'au travers, ils étaient travailleurs autonomes, par exemple. Et puis là, il n'y avait pas le contrôle de la situation, les finances, etc. Fait que, c'est un amalgame de toutes sortes de choses qui fait en sorte qu'on a encore besoin d'explorer ce qui s'est passé pour être en mesure de mettre des mots sur cette expérience-là humaine, mondiale, qu'on a tous vécue. Mais ce que j'en comprends, c'est que au travers de tout le globe terrestre, on a tous vécu la même chose. Oui, vraiment, ça nous a rassemblés sur un certain côté. J'aimerais ça te demander, parce que des fois, on a aussi l'impression qu'en fonction des saisons, on dirait qu'il y a plus de déprimes, il y a moins de déprimes. Le fameux mois de novembre, là, par exemple, là, c'est le mois des morts, c'est pas pour rien. Mais il y a comme... C'est-tu une réalité? C'est-tu vrai? C'est-tu documenté? C'est juste un mythe? Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Excellente question. Bien, les études ont démontré qu'il y avait une corrélation entre la latitude géographique et la dépression saisonnière. Wow, tu as dit beaucoup de choses super intelligentes. Corrélation, latitude, donne-nous un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là? Ça veut donc dire que plus qu'on vit au nord,
plus que l'impact au niveau de la diminution de la luminosité affecte l'humeur. Fait qu'il faut déménager en Équateur. Ça serait Nous qui sommes au Québec, on est quand même haut. Oui, on est haut au Québec, on est haut dans la latitude géographique, donc c'est donc normal qu'on puisse voir que quand on commence à avoir une certaine baisse de luminosité, qu'on a une augmentation de personnes dans la population qui peut vivre les blues de l'hiver ou encore la déprime saisonnière. La dépression saisonnière, c'est quelque chose qui est plus profond, qui peut toucher 2 à 3 de la population, mais si on s'attarde plus à la déprime saisonnière, qui peut atteindre jusqu'à 20 de la population, donc une personne sur 5 peut en ressentir les effets. Oui, c'est quand même important. Mais c'est quoi la différence entre la déprime et la dépression saisonnière? Justement, peux-tu nous donner un peu... Mettons, chez nous, je me demande, là, coudonc, là, je me qualifie-tu dans un ou l'autre, moi, là? Oui. Bien, en fait, la dépression saisonnière, c'est l'affection le facteur de risque qu'on parle, qui est la diminution de la luminosité, va nous affecter au niveau de notre humeur. On va vivre les blues de l'hiver, mais la dépression saisonnière, c'est comme si notre niveau de fonctionnement, il était davantage plus altéré. OK, je comprends. Ça veut donc dire que... Ça m'empêche d'être fonctionnel quand je suis en mode quand je suis en dépression plus. Mais ça peut vraiment être relié uniquement au fait que c'est en lien avec la saison, donc la diminution de la lumière. Parce qu'on remarque que quand une personne souffre de dépression saisonnière, ça va durer à peu près 2-3 mois, qui serait la période justement que le moins de luminosité dans la période hivernale. Alors qu'une dépression pas saisonnière peut perdurer dans le temps beaucoup plus longtemps, là, en fait. Là. Exact. Quand on parle de dépression saisonnière, c'est vraiment associé à la baisse de luminosité qu'on vit dans la période hivernale. Puis on a remarqué, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se ressent tout ça, parce que ce qu'on veut, c'est d'avoir des outils après coup. Absolument. Mais pour avoir des outils, il faut comprendre le fonctionnement. Fait que la recherche a pu mettre des doigts, mettre des mots sur le mécanisme du fonctionnement du corps humain dans cette période-là. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait une augmentation de l'hormone qui s'appelle la mélatonine, qui c'est une hormone d'endormissement, qui était davantage plus présent dans notre cerveau, ce qui fait en sorte qu'on sent beaucoup plus endormi. On est brûlé de même. Ouais. On est fatigué. Fatigué, amorphe, on a moins le goût de faire les choses qu'on fait habituellement. On a aussi remarqué qu'il y avait une diminution de la sérotonine. Puis ça, c'est l'hormone du bonheur. Ce qui fait en sorte qu'on a une meilleure humeur, on vit plus de joie, de bonheur et tout ça. Et on a remarqué aussi qu'il y avait que le manque de vitamine D l'hiver pouvait aussi avoir un impact sur notre humeur. Ça, c'est directement, c'est notre corps humain qui va venir à le synthétiser avec directement les rayons du soleil sur notre peau. Fait que l'hiver, on s'entend qu'on est camouflé parce qu'il fait froid. Donc, si je me lève le matin, il fait noir, je m'en vais dans un bureau dans lequel j'ai pas nécessairement de fenêtre, puis je ressors, puis il fait noir. Exact. J'ai pas beaucoup été exposée, effectivement. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait que... On peut bien être fatigué. On peut bien exactement vivre un blues de l'hiver. Absolument. Et là, justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent ces symptômes-là? Parce que c'est quand même, comme tu disais tantôt, c'est une personne sur 5, fait que ça touche beaucoup de gens. Oui. Ce qui est plaisant avec les neurotransmetteurs, c'est qu'on le sait pas, mais pas on le sait pas. On l'a appris à travers les études de recherche, puis on le met en pratique, donc on est en train de le vivre. C'est-à-dire que quand je fais une modification de certaines habitudes de vie, que je mets des stratégies en place, je vais venir jouer avec les neurotransmetteurs pour les stimuler. Donc, aussitôt que du soleil à l'extérieur, on s'habille puis on va à l'extérieur. Parce qu'on veut, c'est d'être exposé le plus possible aux rayons du soleil. Donc, d'être à l'extérieur, c'est fort recommandé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de stimuler toutes les activités agréables qu'on peut faire. Donc, sortir, briser l'isolement. Plus de sérotonine. Là, on va aller chercher de la sérotonine. Je vais avoir du fun. Je vais avoir du fun. On peut même danser tout seul à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais on vient avec le sourire automatiquement. Mais là, ce que j'entends, c'est que parce que, tu sais, des fois, on va entendre des discours, mais là, je suis fatiguée, fait que je vais me reposer. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que peut-être que c'est pas une association qui est si efficace que ça.
Peut-être que je suis fatiguée, mais parce que justement, j'ai pas eu assez d'exposition, j'ai pas eu assez de lumière, j'ai pas assez de sérotonine. Donc, je le sais que tu es fatiguée, mais vas-y à ton cours de gym, vas-y à Absolument. ton cours de Zumba, vas-y à ton cours de pétanque, je le sais-tu, moi. Mais parce que ça va venir te générer du plaisir et d'autres Parce que ça hormones fait aussi, partie là, en fait. des signes et symptômes hein, des blues de l'hiver puis de la dépression, d'un état dépressif transitoire. C'est ce manque de motivation-là. Mais si on l'attend d'être motivé pour sortir, ça n'arrivera pas. Moi, des fois, j'aime ça faire le parallèle. Est-ce que tu es toujours motivé d'aller travailler? Puis la réponse est souvent non. Tu y vas-tu pareil? Oui, même affaire. Voilà. Même affaire. T'as pas le goût d'aller prendre une marche? Vas-y pareil. T'as pas le goût d'aller à ton cours? Vas-y pareil. Exact. Ben, à moins d'être comme vraiment malade ou d'avoir vraiment comme une raison particulière, mais ça devient trop facile de se dire ah, je suis fatiguée, j'irai pas. Ouais, mais attends, après coup, ça va peut-être avoir un impact beaucoup plus bénéfique sur toi puis sur tes journées à venir. Oui, puis quand on outrepasse justement cette sensation de manque de motivation, ben on est fier. On est fier de l'avoir fait après coup. Puis ça, ben ça nous valorise. Fait que ça nous donne plus envie de le reproduire. Ça nous donne plus envie de l'expérimenter à nouveau parce qu'on sent que ça nous a fait du bien. Ouais, absolument, absolument. Il y a aussi une saine alimentation. Ouais. On a parlé tantôt de manque de vitamine D. On peut aller le chercher dans l'alimentation. Donc, en allant manger davantage plus d'aliments qui que de la vitamine D ou encore que de l'oméga 3. Puis si on en manque, puis ça, c'est sûr qu'il faut se référer à notre médecin de famille ou encore au pharmacien, mais on peut avoir des suppléments de vitamine D qui vont venir à nous accompagner pour passer au travers cette période-là. Oui, absolument. Il y a aussi, je ne sais pas si tu connais, Cynthia, la luminothérapie. Oui, mais vas-y, parle-nous-en un peu quand même. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La luminothérapie, en fait, c'est une lampe qui va venir à envoyer une intensité de lumière pour venir combler, En fait, quand on parlait de la mélatonine qui était plus importante dans notre cerveau, la mélatonine va venir à cesser d'être libérée dans notre cerveau dès les premiers rayons du soleil, ce qui fait que l'été, c'est bien plus facile. Oui. Et quand le cerveau détecte les premiers rayons du soleil, la mélatonine cesse d'être cessée dans le cerveau. Il va venir à commencer à le synthétiser pour être disponible le soir dans notre routine du coucher. Mais là, c'est n'importe quelle lampe. Je pourrais regarder une lampe n'importe comment ou c'est une lampe spécifique? C'est une lampe spécifique, effectivement. Ça varie entre 2500 et 5000 lux, la lampe de luminothérapie. Okay. Puis sachez que l'été, juste pour vous dire à quel point que la période hivernale peut être une très grande différence avec l'été. L'été, on ressent 100 000 lux, tandis que l'hiver, c'est autour de 5000 lux. Donc, ça a un effet vraiment, une grosse différence. Puis c'est ce qui fait en sorte que les hormones à l'intérieur de notre cerveau vont venir à être biaisées. Puis le cycle circadien, le rythme circadien va venir à être modifié à cause du fait qu'on a plus de mélatonine à l'intérieur du cerveau et une diminution de la sérotonine. Fait que ce qui fait en sorte que notre sommeil peut être perturbé et être moins comme en sommeil plus profond et plus récupérateur. Fait qu'en utilisant la lampe de luminothérapie, selon des recommandations particulières, hein, puis là, je tiens à souligner que si jamais on a une difficulté, si on a une condition de la vision, il faut se référer à notre optométriste, merci, pour être sûr que l'utilisation de la lampe de luminothérapie ne viendra pas aggraver la situation. Donc, si tout est correct à ce niveau-là, c'est le matin qu'il faut l'utiliser. On se rappelle, il faut essayer de... Ça vient comme remplacer le soleil. Exactement. C'est un peu ça le plan, là. Puis il faut qu'on l'ait à peu près à 30 cm du visage. Pas directement, mais on peut, disons, écouter tu peux une prendre ton émission de café puis télévision. déjeuner avec ta lampe qui est pas loin, là, en fait. Non, exact. Qui est à 30 cm. C'est ça, j'ai Puis pas besoin de la regarder, là. Non, c'est pas recommandé, regardez. Mais d'environ 10 à 20 minutes, tout dépendant de l'intensité de ta lampe de luminothérapie que tu vas acheter. OK. Ah, c'est vraiment génial. C'est intéressant, ça, par exemple. Pas vrai, je suis fascinée je trouve que c'est vraiment beaucoup. Le nombre de luxe, ça, c'est la... C'est la mesure d'intensité de la lumière, c'est ce qu'on appelle le luxe. Oui, il y a une grosse variation là, de différence, effectivement. Oui, absolument. Puis en même temps, quand on sort dehors, par exemple, même si c'est pas automatiquement
des grands rayons de soleil, je vais quand même avoir justement la lumière qui va rentrer, mais il faut que j'en profite à fond. C'est ça que je comprends, effectivement. Ouais. Sortir dehors, jouer dehors, aussitôt que aller marcher dehors, aussitôt que il fait soleil à l'extérieur, ouvrir les rideaux aussi, s'assurer que toute la luminosité rentre à l'intérieur de la maison. Ça, c'est aidant aussi. Absolument. Encore quelques petites minutes ensemble, Cynthia, puis après ça, je vais te libérer, mais je trouve ça super intéressant de t'écouter. J'adore ça. Merci tellement. Est-ce que, en dehors, mettons, de la déprime saisonnière, en quelques mots, là, quand je vis de l'anxiété ou du stress, est-ce que tu as, mettons, un ou deux trucs qui nous permettraient là, de... Par où je pourrais commencer si effectivement je veux réduire? Que tu veux réduire ton anxiété? Ou ton stress, là, en fait. Là, moi, peut-être l'anxiété, parce que là, on comprend que c'était bien différent. Mais mettons, l'anxiété, qu'est-ce que je pourrais faire? La première chose à faire, effectivement, c'est de prendre peut-être un petit pas de recul pour savoir c'est quel élément qui nous stresse. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans mon organisme, je me sens anxieux, je me sens stressée, je me sens pas confortable? Parce que si on ne fait pas cet exercice-là, on ne saura pas où se garrocher. Oui, c'est ça. Fait que de faire une auto-observation, c'est déjà une bonne chose à faire. Okay. Par la suite, on peut prendre des stratégies pour venir réguler notre système, notre organisme. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut prendre, mais d'emblée, la porte d'entrée, c'est vraiment la respiration diaphragmatique. En venir contrôler ta respiration, tu viens contrôler ta réponse de stress. Absolument. Parce que tu as ton... Oui, vas-y. On respire, j'inspire. Il faut que mon expire soit plus longue que mon inspire. Un petit chiffre super facile, on inspire 4 secondes et on expire tout doucement, tout l'air des poumons pendant 8 secondes. C'est ça qu'on appelle le contrôle. Oui, c'est bon. Puis on fait vraiment des respirations de bédaine. Il faut que notre ventre gonfle et se dégonfle. On ne veut pas que ce soit notre thorax qui monte et qui descend parce que c'est ça qui va générer une réponse de stress. Pourquoi que le ventre fait en sorte qu'on se sent calme? Parce qu'on vient travailler le muscle du diaphragme qui est situé juste en bas des lobes pulmonaires, qui quand lui est activé, il est directement relié par le système nerveux au cerveau. Puis ça, quand le cerveau le détecte, fait comme « Ah, tu as le contrôle de la situation, je vais envoyer à l'organisme l'information qu'il faut diminuer le cortisol, qui est l'hormone de stress, dans le système. » Les études de recherche ont démontré qu'après 3 grandes inspirations ou expirations, quand je l'ai pratiqué pendant bien longtemps, que je me sens super à l'aise puis que je le fais vraiment avec des respirations de bédaine, mais que ça diminue le taux de cortisol dans ton système de façon significative, suffisamment pour te reprendre le dessus. Oh, Cynthia, merci tellement. Fait on se laisse avec peut-être travailler davantage le contrôle de sa respiration, comme tu viens de nous l'expliquer extrêmement bien. Peut-être prendre un pas de recul, revisiter où est-ce que je suis le plus stressée, puis de mettre mon focus peut-être sur ça. Aller consulter, ça peut être une bonne idée. Absolument. Et profiter de l'extérieur, essayer d'aller justement toutes les stratégies que tu as nommées par rapport en fait à ce qui appartient plus à la saison pour être bien aiguillé par rapport à ça. C'est quelque chose qui va être vraiment aidant en fait pour contrôler stress, anxiété, dépression plus saisonnière ou déprime plus saisonnière. C'était vraiment pertinent de te recevoir, Cynthia. Je t'aurais écouté encore pendant des heures. Mon Dieu, tu nous as fait apprendre plein de choses. Merci tellement de ta présence. Ça me fait plaisir d'avoir passé à l'émission et d'avoir passé un excellent moment en ta compagnie. Merci.